Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 décembre de l'année 2016. Très heureux de vous retrouver sur RCF pour votre émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons en studio le confrère Bouraï Machaboré. Il est le directeur du journal Le Messager. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Junior et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de CFM 89.9 MHz. Alors, bonjour, Fiouette Kouagbo. Bonjour Junior Menounia, merci de m'avoir invité. Je rappelle que Firmin Tekouagbo, il est journaliste chroniqueur, il est co-auteur du livre L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence togolaise. On en parlera vraiment tout à l'heure. Dans la seconde partie, nous recevons M. Lukman Midjiawa, avec lui on parlera de l'islam et du terrorisme. Vous savez, ces derniers temps, il y a des attaques djihadistes partout. La dernière en date, c'est celle qui a eu lieu donc à Berlin dans un marché de Noël. Mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 21 décembre 2016, nous commençons par le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une, nouveau scandale sous Fort Gnassingbé. Après les 26 milliards de séco, 30 milliards empruntés pour la construction de la route Lomé-Vaugan en foin. Le Premier ministre Klassou à l'endroit de la société chinoise. Il y aura des comptes à rendre s'il y a des défaillances notoires dans l'exécution des travaux. Mécontentement contre Skantogomine à Sikakonji, des militaires répriment violemment une manifestation faisant plusieurs blessés. Atelier sur la décentralisation et les élections locales des instructions du Fort Gnassingbé pour la mise en œuvre rapide des recommandations cuises et des conclusions de l'atelier du HCRUN sur les réformes. Avec nous ce matin également le journal La Dépêche qui titre à sa une. Malgré la grogne des enseignants, Fort faisait safari au Kenya vers la création d'une société de classe au Togo. La 32e quinzaine commerciale de la Chambre de commerce d'institut du Togo lancée. 3e édition des journées portes ouvertes de la presse togolaise. Le ministre Lorenzo promet d'appuyer un projet de construction d'un musée de la presse. Focus Info dans les kiosques également ce matin, le journal titre politique vers une brouille diplomatique entre le Sénégal et le Togo. Fort Gnassingbé ne soutiendra pas Abdoulaye Batili à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Invité spécial, Magloire Dochamou, directeur général Saham Assurance. Société, crise dans l'enseignement public, un bras de fer inquiétant. Éco-social, 170 ans de Vlisco, sous le signe d'hommage aux femmes. L'Indépendance près dans les kiosques également ce matin, le journal de Carlos Keto titre à sa une. CAN 2017 et le défi d'un nouveau comité de gestion. Morceau choisi du rapport CAN 2013, magouille inédite. Classement Financial Afrique 2016, 6 Togolais dont Gervais Djondou parmi les 100 premières personnalités d'Afrique. Turquie, l'ambassadeur russe tué par balle à Ankara. La Nouvelle Tribune est dans les kiosques également ce matin, le journal de Elom Matisobé titre à sa une ce matin. Enquête exclusive acte 2, rapport CAN 2013, extrait des noms, des chiffres, des magouilles à lire dans ce journal. Affaire Togo Télécom, c'est Société Afriatech Togo, Sarl, Sambika Samper, la bataille judiciaire, 354e édition de EPIP, Genfiogan, c'est les BB 15, fait le point. Dernier journal dans l'école ce matin, c'est l'équipe sportive de Aimé Ekpe. CAN Gabon 2017, création de nouveaux comités au bal masqué. Devoir de transparence
mobilisation de fonds pour les éperviers, du mépris aux contribuables. Eh bien, c'est tout pour les journaux ce matin. Retour en studio après ce jingle. Nous allons commencer une de l'émission d'aujourd'hui avec toujours la grève des enseignants, avec les délais de développement. Hier à Sokodé, il y a eu des heurts entre militaires et élèves. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Et toujours dans la journée d'hier, on a vu la synergie des travailleurs du Togo qui a fait une sortie et donc qui a apporté son soutien de taille aux syndicats qui sont donc en grève depuis quelques jours. D'abord, on commence par ce qui a eu lieu à Sokodé dans le de mon ami Brema, où les militaires se sont descendus dans les rues hier, tout comme à Bodjo. Mais partout, on a vu la police, les militaires descendre dans les rues pour essayer de renvoyer les élèves qui essaient de déloger les camarades de classe. Oui, nous avons vu ces scènes un peu partout et puis les réseaux sociaux en ont relayé effectivement. Et comme tu venais de lire la une de certains journaux, il y a un journal qui a titré que la situation est très inquiétante. Ça, il faut le dire, la situation est très inquiétante. Mais justement, revenons par rapport à ce qui s'est passé à ce côté et que beaucoup en ont fait cas au niveau des réseaux sociaux. Et je ne sais pas si ce que l'élève dont on parle, qu'il a été touché par balle, je ne sais pas si l'information est avérée. Toutefois, j'ai vu sur les réseaux sociaux également une réaction de la coordination au niveau de la région centrale qui effectivement relevait qu'il y avait un élève qui était blessé, mais évidemment que c'était pas une balle comme les gens ont. Il paraît que l'élève est tombé sur un arbre. Ouais. Mais ceci étant, il faut voir le problème en lui-même. Je crois que c'est le problème en lui-même. C'est ça. C'est là-bas qu'il y a un problème. C'est très inquiétant aujourd'hui de voir que ce bras de fer perdure dans le pays. Il ne sert à rien. Nous l'avons toujours dit que ce qui aurait été intéressant, c'est que le gouvernement prenne langue avec ces associations et ces syndicats pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas tous les problèmes qui trouveront leur solution. Ça, nous sommes tous d'accord que le pays a des soucis, le pays a des problèmes. Mais déjà, à partir du moment où il y a un corps, il y a une catégorie socio-professionnelle qui pose le problème, je crois que le mieux, c'est de discuter avec cette catégorie. Mais ce qui semble ne pas être encore fait jusqu'à ce jour. Et beaucoup de gens s'inquiètent. Les parents d'élèves s'inquiètent, les élèves eux-mêmes s'inquiètent, et aujourd'hui, les enseignants eux-mêmes s'inquiètent. Mais je crois que le gouvernement, dessus peu, en tout cas, je n'ose pas croire que le gouvernement n'est pas en train de réfléchir par rapport à la solution qu'il faut trouver. Mais quand ça tarde, ce que ça devient un problème, ça devient un souci. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement de faire en sorte que cette crise trouve une solution le plus rapidement possible. Fimet de Kwabo, on a vu hier la synergie des travailleurs du Togo a fait une sortie et demande au gouvernement d'essayer de réunir et les syndicats qui sont extrêmement graves et les autres centrales, les syndicats qui ont aussi des plateformes, qui ont des plateformes sur la table du gouvernement, de réunir tout ce monde-là pour que les problèmes soient réglés une fois pour de bon. Et la SCT dit que c'est trop facile de laisser faire. C'est comme si le gouvernement déplace à chaque fois les problèmes et du coup ça dégénère. J'espère qu'ils seront entendus, ceux-là qui ont parlé hier et qui soutiennent ces mouvements. Vous savez, j'ai l'impression que le gouvernement a du mal à cerner un certain nombre de choses, je suppose, je présume, pour avoir la conscience tranquille. Parce que quand vous investissez dans un projet et qu'à la fin vous n'avez pas les résultats, peut-être vous dépensez peut-être un exemple 2 milliards et que vous devez avoir un certain nombre de résultats et qu'à la fin vous n'avez pas ces résultats, vous ne vous posez pas beaucoup de questions, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, moi je ne voudrais pas trop aller dans le fond parce que chaque fois on dit la même chose, ce n'est pas la première fois. Ça devient redondant. Ça devient redondant. Il y a des grèves et le gouvernement essaie de dialoguer après. Aujourd'hui, moi je dis simplement que le gouvernement peut résoudre le problème en donnant peut-être 2 millions à chacun. C'est un exemple. Hein. Le gouvernement peut dire, je donne 2 millions à chacun. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura encore ces problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambition derrière. Tant qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet. Je me rappelle qu'on a posé un certain nombre de questions au ministre de l'Éducation, c'est-à-dire en ce qui concerne le nombre de revendications qu'il a sur sa table depuis qu'il est là.
Le ministre qui ne maîtrise pas bien ces choses, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'avant d'arriver à la tête de ce département, il n'y avait aucune ambition derrière. Le problème se pose aussi au niveau du... Mais il a eu un cahier de charge quand il était nommé. Oui, il a eu un cahier de charge. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un cahier de charge, mais il faut qu'il y ait une certaine ambition derrière. Vous savez, la politique, c'est un jeu tellement compliqué. Je vais vous donner cet exemple. Vous savez pourquoi en France ou dans certains pays développés, avant de former les gouvernements, on table sur les députés. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais été élu, ou vous n'avez jamais été élu, un élu local, on ne vous nommera jamais ministre. Parce que quand vous êtes élu, vous avez un certain projet en tête par rapport à votre localité et vous avez une certaine ambition par rapport à votre pays. C'est pas toujours le cas en France, hein? Oui, globalement. Ouais, généralement, mais bon, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, vous avez dit exceptions. Mais le principe, c'est ça au fait. La plupart des ministres qui sont nommés ministres en France sont des élus, sont des députés. Ça veut dire que vous venez avec une certaine ambition. Le problème se pose, à mon avis, au niveau du casting. Le président de la République, il nomme des gens, et des gens, moi je trouve qu'ils n'ont pas, peut-être, ils n'auraient pas une certaine ambition par rapport à la gestion de leur domaine. Une question. Est-ce que vous pensez réellement que le ministre Chakpele Aouelé, qui est là aujourd'hui, qui dirige les enseignements primaires et secondaires, pensez-vous réellement que c'est lui qui refuse de régler les problèmes des enseignants? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Non, écoutez, avant qu'on en arrive là, il faut qu'il nous dise, qu'il nous montre qu'il maîtrise son domaine. Ça veut dire, quand vous venez, est-ce qu'il a présenté à la presse le problème ou les problèmes de son milieu, de son département? Ça veut dire, quand vous venez, vous savez qu'il y a des problèmes des enseignants. Vous savez qu'à ce côté, par exemple, des élèves ont toutes les difficultés pour maîtriser la mathématique ou la physique. Vous savez qu'à Dapan, c'est un exemple que je donne, qu'il y a une déperdition scolaire. Vous savez tout ça. Et c'est en fonction de cela que vous élaborez votre projet et vous le soumettez à votre patron et on tente de le résoudre. C'est comme cette crise-là est en train de les surprendre et soit on dit on ne discute pas et après on dit on est ouvert au dialogue. Et je pense que c'est une situation qui va continuer. Ça pose encore ce problème. Au niveau des partis politiques, le casting est important. Tant qu'il n'y aura pas d'ouverture dans les partis politiques, on n'aurait jamais un esprit compétitif au sein des partis politiques. Ça veut dire que dans un parti politique, au sein de l'UNI, il y a un patron, mais il faut qu'il y ait des gens qui ont aussi une certaine ambition pour le pays. Ça veut dire que vous avez la même idéologie avec le président de la République, mais par rapport à la gestion de la société, vous pouvez dire, monsieur le président, c'est comme ça que je pense qu'on peut résoudre le problème de l'éducation. Et c'est possible de dire non si on n'est pas d'accord. Et dire non si on n'est pas d'accord. Monsieur le président, c'est le résultat que nous attendons, mais il faut qu'on adopte cette voie. Au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie, au niveau de la télécommunication. Quand vous n'avez pas ces gens-là, donc si c'est le seul patron qui décide, il y aurait problème. On peut prendre tout le monde pour nommer ministre. Tant qu'il n'y aura pas d'ambition personnelle, c'est-à-dire, quand je parle d'ambition personnelle, il n'y aura pas une touche personnelle. Une touche personnelle, il y aurait toujours problème. Merci, Merci, Fima. Je reviens vers vous pour ce problème, pas de souci. Et vraiment, on a vu donc la SCT qui veut donc qui soutient visiblement les grévistes et qui demande vraiment de réunir les protagonistes, et que ce soit les grévistes, les syndicats qui ont lancé la grève, tout comme les centrales qui ont déposé les plateformes revendicatives sur la table du gouvernement, de réunir tout ce monde-là pour confondre toutes les revendications, qui est une fois pour de bon une solution définitive à toutes ces crises-là. Parce que si la SCT décide de rentrer aussi en grève, ça va prendre une autre tournure. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Junior. Ça va prendre une autre tournure parce que tout le monde sait, quand la SCT parle, ou bien quand la SCT tousse, tout le monde a mal aux côtes, tout le peuple togolais a mal aux côtes et le gouvernement. Je crois que la SCT est également dans son rôle, c'est un central syndical, c'est une centrale syndicale, excusez-moi, et la SCT soutient. Le syndicat qu'elle juge être dans les normes, parce que lorsque vous lisez la déclaration de la SCT estime que les revendications des 4 syndicats sont parfaitement dans les normes légitimes. Les revendications sont légitimes. Aujourd'hui, la SCT a apporté un soutien, je dis que c'est un soutien de taille. Et moi, je crois que le gouvernement va écouter ce que la SCT est en train de dire. Parce qu'il y avait d'autres revendications entre-temps. Mais là, moi, je me pose une question. Parce qu'entre-temps, c'était la SCT qui était sur la scène. Et nous avons vu, le gouvernement s'est impliqué, même si les problèmes ne sont pas encore résolus de façon définitive, il y a quand même d'autres problèmes et ça a apaisé la situation. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire de la même manière avec ces 4 syndicats? Ça, c'est un problème. J'ai également lu que ce n'était pas la SCT seule
qui a eu à écouter les 4 syndicats. Toutes les centrales. Toutes les centrales ont écouté. Quelle est la position des autres syndicats? La question également reste posée. Mais en tout état de cause, je crois que tout cela n'est pas le problème. Le problème, c'est comment faire pour trouver une solution à cette crise. C'est ça. Et mon ami Firmin l'a dit tout à l'heure, c'est que ça devient redondant. Parce que chaque jour, nous journalistes, nous redisons, nous sommes en train de... Il y a des redites. Nous ne faisons que redire la même chose, proposer la même chose au gouvernement. Maintenant, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, ne nous a pas dit effectivement ce qu'il en est. Bon, c'est là où le problème... Ça me touche un peu. La position du ministre a été claire. On l'a vu avec son collègue de la fonction publique. Ils ont dit clairement que ces syndicats ne sont pas reconnus, ne sont pas légaux, enfin, sont reconnus, sont légaux, et que du coup, il n'y aura pas une discussion avec eux. Ils ont été clairs. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'évolution. Alors, si c'est comme ça, je crois que le gouvernement va prendre disposition pour trouver une solution à cette crise. Soit le gouvernement fasse, puisque aujourd'hui ce sont les enseignants, demain on sait jamais, ce sont les parents d'élèves qui vont se soulever. Et nous avons vu ce qui se passe. Parce que les parents d'élèves ne peuvent pas investir dans l'éducation de leurs enfants et attendre que le résultat soit médiocre. Je crois que si le gouvernement tient cette position, je suppose qu'il a quand même une solution de rechange. Et nous attendons de voir. Or, actuellement, ce que nous voyons, c'est qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas une solution de rechange. Parce que nous sommes en train d'aller vers les congés. Aujourd'hui, les compositions de premier trimestre sont perturbées. Et on ne sait comment, on ne sait quand et comment. Ce qui nous réserve l'avenir. Je crois que c'est très important. Une dernière intervention avant qu'on passe à autre chose. Je pense que si le gouvernement ou les pouvoirs publics togolais ont l'ambition de construire un Togo de demain meilleur, je pense que nous sommes mal partis. Parce qu'avec ce système éducatif, il sera difficile d'évoluer. On ne sera pas émergent. On ne serait pas émergent, peut-être. On va en parler tout à l'heure. Vous savez, si la Chine est arrivée à ce niveau aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est l'éducation, parce que les Chinois ont compris à un moment donné que non, nous n'avons pas le niveau. On envoie nos enfants à l'extérieur. Vous allez, vous formez, vous revenez et on construit. Les États-Unis ont tablé sur l'éducation. La France, 5e puissance du monde, 2e puissance d'Europe, a tablé sur l'éducation. L'Allemagne, 1re puissance économique d'Europe, a tablé sur l'éducation. La Russie a tablé sur l'éducation. Et aujourd'hui, nous, on est toujours dans le système éducatif des années 70, un système basé sur le fonctionnariat. On ne veut pas évoluer et on aura toujours ces problèmes. Avant de vous donner la parole, je voudrais revenir sur ceci. C'est moi qui donne la parole. Avant que vous ne repreniez la parole, je voudrais revenir sur ceci. Il y a un problème de casting. Je peux dire que le président de la République, Faure Gnassingbé, a une certaine ambition par rapport à son pays. Mais ceux avec qui il travaille, il faut qu'il revoie cela. C'est-à-dire qu'il ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je nomme tel ministre, tel ministre. Avant qu'il ne nomme les gens ministres, il faut qu'il discute avec eux. Vous allez prendre ce département, comment arriverez-vous à le défendre? Quelle est votre ambition? Quel est votre projet dans 2 ans, à court, à moyen et à long terme? S'il n'y a pas cela, j'ai vu le président sur les réseaux sociaux quand il était à Kenya, je me suis dit peut-être qu'il est en train de préparer un projet en ce qui concerne le tourisme. C'est une chose, peut-être si ce n'est le cas, c'est une chose importante. Celui-là qui occupera ce poste, il va falloir qu'il pose ces questions à cet éventuel ministre ou à cet éventuel candidat. Monsieur, je vais vous nommer à tel poste. Quelle est votre ambition sur le plan économique? Qu'est-ce que vous pouvez apporter avec votre travail, avec votre poste que je vais vous confier? S'il n'y a pas cela, je pense qu'on n'évoluera pas. Et pour terminer, ça fait longtemps, on parle des assises ou des états généraux de l'éducation. Tant qu'il n'y aura pas ça, on évoluerait difficilement. Merci Firmin Tekouagbo. Je rappelle que Firmin Tekouagbo, il est journaliste, il est chroniqueur politique. Il est aussi co-auteur du livre L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence. Togolais, si on peut voir ça, on peut jouer là-dessus. Le livre a été dédicacé hier au siège de l'Union européenne à Lomé. Donc, Firmin Tekouagbo a aussi rédigé une partie de ce document. Alors, brièvement, quel est le message véhiculé par ce livre? Ce livre parle du constat et propose des solutions en ce qui concerne l'émergence. Le constat, est-ce que le Togo peut atteindre l'émergence d'ici peu? C'est une question fondamentale. Est-ce que tout ce que nous avons aujourd'hui peut nous permettre d'atteindre l'émergence d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans? D'abord, c'est quoi l'émergence? L'émergence, un pays émergent, selon des définitions, c'est un pays dont le PIB est inférieur à celui d'un pays développé
et dont le niveau de vie approcherait celui d'un pays développé. Il y a souvent 4 critères en ce qui concerne l'émergence. Il faut une économie diversifiée qui ne prendra pas en compte les exportations, l'économie mettant un accent particulier sur les industries et les services. Il faut une démographie. Là, on table sur une population jeune, éduquée, et certains économistes penchent beaucoup plus sur une population importante. Des gens vont jusqu'à 100 millions d'habitants pour avoir un marché important à l'intérieur. Il faut une stabilité politique et il faut une croissance économique potentielle, c'est-à-dire avoir 5% sur le long terme. Alors le Togo remplit ces critères, alors nous parlons? Non, le Togo ne remplit pas encore ces critères, parce que ce que nous avons au Togo, c'est que nous avons la volonté qui est un acquis. Nous avons certaines institutions qui sont mises en place. Il y a la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, il y a la séparation des pouvoirs. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est au niveau du fonctionnement de ces institutions-là. Maître Agouebo avait entre-temps avait parlé de déverrouillage des institutions. Aujourd'hui, il faut déverrouiller les institutions. Il faut mettre en place... Selon vous, elles sont verrouillées? Oui, moi je pense que ces institutions sont verrouillées. Et comment sont-elles verrouillées? Vous savez, du moment où on n'a pas encore fait les réformes, où les institutions sont contrôlées par un seul régime, je pense qu'il y a des problèmes. Pourquoi on demande à ce que les réformes soient faites? Parce que c'est un parti qui contrôle tout. Alors qu'aujourd'hui, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut qu'on fasse les réformes. Nous en avons parlé, nous avons fait un tableau dans le livre et nous en avons parlé suffisamment. Disons, pour atteindre l'émergence, il faut la mise en œuvre effective des réformes politiques. Il faut qu'on mette un accent... Quels sont les rapports entre l'émergence et les réformes? Écoutez, quand on parle d'institutions, on parle des réformes. Vous savez, si les Chinois sont arrivés à ce niveau, ou si les Russes sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont stabilisé politiquement leurs institutions. La Chine, écoutez, je vais vous le dire, la Chine, c'est un système de parti unique. Mais les Chinois ont mis un accent sur l'économie. Les Chinois ont mis un accent sur la décentralisation. La Chine, au-delà de son système de parti unique, est un pays fortement décentralisé. Pour atteindre l'émergence, il faut l'effectivité de la décentralisation. Parce que nous ne sommes plus dans les années 80 ou dans les années 70 où tout dépendrait de la capitale. Les Français s'en sont rendus compte dans les années 80 et ils sont en train de développer le système de décentralisation. Si nous voudrons parvenir à l'émergence, il faut aussi que nous mettions en œuvre le processus de décentralisation. Et il faut quelque chose de fondamental. La situation des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité, que ceux-là qui commettent des crimes soient jugés. Ce que nous avons au Togo aujourd'hui, nous connaissons, nous n'allons pas revenir sur ce qui se passe. Les victimes de 2005, il y a des gens qui ont commis des crimes qui sont dans une situation d'impunité, ce qui n'arrange pas pour l'avenir. Il y a aussi le système économique. On était avec le confrère infirmier Teko Abo qui nous parlait du livre L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence togolaise. Il parlait de l'émergence au Togo et après vos explications, on comprend que l'émergence au Togo, c'est pas pour demain. Non, ce n'est pas pour demain. Il faut beaucoup d'efforts. Je le disais que nous avons certains acquis, nous avons une volonté politique. Le chef d'État qui s'est engagé à faire du Togo un pays émergent d'ici 2030. Je pense que le délai à ce niveau pose un certain nombre de problèmes. Du moment où nous avons certains défis à relever. Nous parlons en termes d'acquis. Nous avons les institutions de la République, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la CENI, nous avons la Cour des comptes. Nous avons aussi la séparation des pouvoirs qui sont des éléments dont on a besoin pour pouvoir construire un Togo émergent. Mais ce sont des acquis et le défi ou les défis à relever sont importants. Pour y parvenir, je le disais, il faut la mise en œuvre des réformes politiques. C'est-à-dire les institutions ne sont pas déverrouillées, il n'y a qu'un seul parti qui contrôle tout. Il faut les réformes nécessaires pour pouvoir faire avancer le pays. Il faut la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Il faut l'effectivité de la décentralisation parce que nous ne sommes plus à un moment où à une période des années 70-80 au temps de la dictature où on va toujours attendre tout de la capitale. Si les Chinois ont réussi leur émergence, c'est parce qu'ils ont tablé à un moment donné sur la décentralisation, ils ont tablé sur l'éducation, ils ont tablé sur la démographie. Aujourd'hui, l'éducation togolaise a des problèmes. Donc il faut revoir tout cet aspect-là. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que le Togo, c'est un pays qui a des rêves, mais il faut toujours des ambitions derrière. Il faut la lutte contre l'impunité.
Ça, si on n'y parvient pas, il nous serait difficile d'atteindre l'émergence. C'est tout ce dont on a besoin. En ce qui concerne les pays africains qui veulent être émergents, je pense que le délai est trop court, parce que si on veut rester dans ce délai, la Côte d'Ivoire qui veut être émergent d'ici 2020, les spécialistes ont dit qu'il faut 19 ans, à la Côte d'Ivoire pour être émergent. Au Cameroun, on parle de l'utopie du siècle ou inertie des temps modernes. Émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour en studio, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs de City FM. Toutes les excuses pour quelques soucis techniques dus à la coupure du courant. Nous revenons donc en studio. Notre invité d'hier ce matin, nous avons Lukman Midjawa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avant de revenir avant vous, on va dire un mot sur le sujet qui était en cours. Et vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la voix s'élève de gauche à droite. Vous demandez qu'une liberté continue soit accordée à notre confrère Jean Atiga qui a purgé 7 ans de peine. Il lui reste 3 ans. Et on demande qu'on le libère. Non, je crois que, comme on a souvent l'habitude de le dire, même à temps pire ennemi, je crois qu'il ne faut pas lui souhaiter une telle situation que vit aujourd'hui Jean Atiga. Il faudrait quand même que les autorités ou l'autorité en question puisse quand même prendre le problème au sérieux et ne serait-ce que lui donner la grâce présidentielle. D'abord, c'est un confrère, je ne peux que le souhaiter comme ça, je ne peux que plaider pour qu'il sorte de cette situation et que franchement, que le chef de l'État, s'il nous écoute, qu'il puisse quand même prendre le problème de notre confrère Eugène au sérieux et lui offrir une grâce présidentielle. C'est ce que je peux dire, parce que je l'ai dit tantôt, même à ton pire ennemi, je crois qu'il ne faudrait pas le souhaiter une situation pareille. Il ne faudrait pas souhaiter à ton pire ennemi la prison. Ce n'est pas bien. Je crois que quel que soit ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vrai, comme le règlement, les règles des institutions, les règles de le fonctionnement des institutions le disent, lorsqu'il a déjà purgé plus de la moitié de la peine, il peut quand même solliciter une grande peine. Et aujourd'hui, je crois que lui-même, il a sollicité cette grâce présidentielle. Et vraiment, nous demandons humblement au chef de l'État s'il y a possibilité qu'il puisse quand même donner cette grâce présidentielle à notre confrère. Je vais te faire rapidement 30 secondes. Je pense qu'en droit, il y a l'indulgence, il y a la clémence, il y a la grâce présidentielle. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais nous demanderons simplement au chef de l'État, au chef de l'État de revoir le cas des jeunes. Il a la possibilité de lui accorder une grâce présidentielle. Et ça pose ce problème-là. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en détention et on voit que nos centres de détention sont toujours... il y a assez de nombre. On aurait même appris que ce centre de détention, la prison civile de Lomé, aurait été construite pour 600 personnes, mais on a près de 2000 personnes, ce qui est grave. Et nous devons prendre exemple sur d'autres pays qui sont en train de travailler ardemment pour réduire le nombre de détenus dans les centres de détention. Par exemple, en Allemagne, en 2007, on avait 64 700 détenus. En 2013, on est arrivé à 50 000 détenus. Et ces 2-3 dernières années, on a fermé 2 prisons en Allemagne. En Suède, le nombre de détenus a chuté de 6% entre 2011 et 2012. Ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons faire des efforts parce que les Allemands et les Suédois, ils ont mis un accent particulier sur la baisse de la criminalité, sur les bonnes conduites, sur les mesures de réinsertion. Donc, on peut mettre un accent sur ces éléments aujourd'hui pour dresser un règlement intérieur, à la prison ou dans les centres de détention du Togo, pour que ceux-là qui se seront bien conduits puissent être libérés avant qu'ils ne purgent la totalité de leur peine. Merci, c'est beau. Dans le sujet, on espère que les autorités nous suivent en direct et que un effort sera fait pour le confrère Jean Atiga pour qu'il puisse fêter les fêtes de fin d'année en famille. Non, Junior, si tu le permets, Rapidement. ce n'est pas seulement Jean Atiga. Il y a d'autres plusieurs qui sont dans le cas. Je crois que ça aurait été bon
que le chef de l'État puisse voir s'il y a possibilité qu'il puisse donner une grâce présidentielle à ces personnes-là. Il y a plus, je ne vais pas me mettre à citer. Des gens qui ont fait plus de la moitié de leur peine, on peut les libérer. Il a dit, et prendre, mettre ne serait-ce que des règlements dans les tribunaux. Je crois que c'est une solution à moyen, à long terme. Ça. Merci. Notre invité, il est là, M. Lukman Midjiawa, notre ami. Est là. Rebonjour, mon frère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on sait que vous dirigez donc l'Union internationale des Islams pour l'Union islamique mondiale pour la paix et le développement. C'est ça. Alors, on vous a bien reçu ici par le passé, on a parlé du même sujet, l'islam et le terrorisme. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on fasse le lien entre ces deux thématiques, mais on le voit, chaque fois qu'il y a des explosions, ce qu'on appelle les fous de Dieu agissent, ils crient Allah, Dieu est grand, ils agissent officiellement au nom de l'islam, au nom de Allah. On a encore vu cette semaine, je crois, lundi soir, à Berlin, au marché de Noël, ils ont foncé, ils ont tué des gens. Alors, quel rapport existe-t-il entre l'islam et le terrorisme aujourd'hui? D'abord, rebonjour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je remercie également le promoteur de cette chaîne. À part mes remerciements, je présente mes très sincères condoléances au peuple allemand qui a subi une grande attaque terroriste la fois passée. Je n'oublie pas le peuple irakien, le peuple syrien, le peuple libanais, le peuple birman, plus précisément la minorité musulmane, qui subit des attaques terroristes au jour le jour. Mais malheureusement, les médias n'en font pas un sujet aussi grandiose comme s'il y a des attaques dans les pays occidentaux. Donc, vous avez dit tantôt que je n'aime pas personnellement faire le lien entre l'islam et le terrorisme. En fait, ce n'est pas moi, c'est la réalité. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Et ceux qui le savent maintiennent les mêmes discours que moi. C'est pas que vous me comprenez. Ceux qui savent qu'il n'y a aucun rapport entre l'islam et le terrorisme, ce n'est pas forcément des musulmans. Des non-musulmans aussi rehaussent le ton. Des grands intellectuels comme Michel Collomb, comme Onfray également, disent que non, que l'islam n'a rien à voir avec Mais pourquoi justement quand les gens vont faire des attaques terroristes, ils crient, ils agissent, ils le disent, ils s'affichent en tant que musulmans? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, d'accord? D'abord, la simple revendication d'être de l'identité musulmane n'est pas une raison fondamentale pour justifier que telle personne ou telle personne est musulman. Il y a un jargon ou bien une anecdote qui dit c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan, d'accord? Être musulman, c'est pas une revendication. Être musulman, c'est une vie. Être musulman, c'est poser des actes dans le sens de l'islam. Donc une personne qui va à l'encontre des règles éthiques, des règles de base de l'islam et se revendique qu'il est musulman, normalement, spontanément en tant qu'intellectuel, nous devons faire un virement, c'est-à-dire faire un break comme le disent les Anglais, observer la personne d'abord, l'acte de la personne, s'il y a un rapport avec l'islam. C'est comme le philosophe Onfray qui disait que tout le monde aujourd'hui veut donner l'avis sur l'islam, mais si je demande à une personne de me donner la biographie de Mohamed, paix sur lui, la personne ne serait pas capable de me donner la biographie exacte de Mohamed. Mais monsieur Midjiawa, aujourd'hui on le voit, que ce soit dans la presse étrangère, on voit qu'il y a visiblement une sorte d'islamophobie. Est-ce que ça ne quinte pas votre religion? Oui, l'islamophobie est créée. Pardon? Elle est créée. Elle est créée par qui? Par d'abord les terroristes. Ensuite, ceux que j'appelle des intellectuels approximatifs, c'est-à-dire des intellectuels qui ne sont pas intellectuels dans le sens vrai du terme, des intellectuels approximatifs, et ensuite par certains politiques qui n'ont rien à proposer de concret à la population, à la société, et également par les médias, par certains médias d'ailleurs, qui diffusent de mauvaises informations sur l'islam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, les médias ne donnent pas réellement, ne disent pas réellement ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Alors dites-nous, votre réalité c'est quoi? Oui, ce n'est pas ma réalité, c'est la réalité qui a été comprise ou bien qui a été soutenue par des esprits clairs. D'accord? Quelle est la réalité? La réalité, c'est que quand un non-musulman, je ne veux pas citer de confession,
religieuse, quand un non-musulman va par exemple à New York ou bien va dans un bar d'homosexuels pour tuer, d'accord, le simple fait qu'il est non-musulman, les médias le traitent de malade mental, de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Mais il suffit que la personne soit arabe, pas musulman. D'abord, tous les arabes ne sont pas des musulmans et tous les musulmans ne sont pas des arabes. Il suffit que la personne ait une origine arabe, immédiatement, on dit oui, la piste terroriste est évoquée. C'est comme en Allemagne la fois passée. On a attrapé un Pakistanais. On n'a pas de preuves palpables pour attaquer, pour attraper cette personne. Juste on lui soupçonne et en même temps on dit non, c'est un attentat terroriste, etc. On prend la personne et un ou 2 jours après on le lâche. Et maintenant, la personne qui a commis l'attentat jusqu'alors, on n'a pas, comment dirais-je... On l'a pas attrapé. Oui, on ne l'a pas attrapé. Et il y a beaucoup d'interrogations qui planent sur cet attentat-là. Il y a plusieurs groupes politico-extrémistes qui peuvent user de ce genre d'attentats pour affirmer leur vision politique. Ce n'est pas l'islam qui est le mal du monde. Et aujourd'hui, si on remarque dans les sociétés occidentales, les gens, les politiques essaient d'utiliser le phénomène islam pour même gagner des élections. Vous faites allusion à Donald Trump dans ces Oui, à Donald Trump, non seulement à Donald Trump, même à Nicolas Sarkozy. À l'époque, il avait évoqué le problème de communautarisme, le problème de banlieue, etc. pour dire que non, l'islam, c'est le problème de la France, etc. Or que non, les gens de banlieue en France, par exemple, qui sont facilement attirés par les mouvances terroristes, c'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Les politiques ont dans un moment donné de leur histoire failli. Et des gens, on n'arrive pas à les proposer ou bien à les donner des perspectives de développement, des opportunités d'emploi. Et bien, facilement, ces gens-là, les mouvances terroristes peuvent les prendre, quoi. Une question, d'après les informations qui nous parviennent régulièrement, à moins qu'on se soit trompé, la plupart des jeunes qui se radicalisent sont des musulmans au départ. Par exemple, quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi l'attentat du Bado du 18 mars 2005, ceux-là qui ont commis ces attentats-là étaient des jeunes musulmans qui se sont radicalisés. La plupart des témoins ont dit clairement, nous les connaissons, ils ont vécu avec nous. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, ils sont des musulmans. Quel genre de formation, quel est le quotidien qui vous a dit cela? Et sur quelle preuve le quotidien se base? Vous savez quoi? On nous dit, non, il s'est converti à l'islam, 2 semaines après, il s'est radicalisé. Mais moi, je suis dans l'islam pendant une trentaine d'années actuellement. Mais je ne suis jamais radicalisé et je ne rêve pas me radicaliser. Il y a des gens qui sont morts dans l'islam. Ils ne sont jamais radicalisés. Mais de quelle radicalisation vous nous parlez? De quelle conversion à l'islam, 1 semaine, 2 semaines et en même temps, pouf, on va se bombarder? Tu ne vas pas vivre ton islamité? Ton islamité, c'est d'aller appuyer sur les bombes? Mais M. Bidier, on le voit aujourd'hui que les jeunes qui font ces actes terroristes, on les forme dans les pays arabes. Ils vont là-bas, ils ont des écoles, on les forme, on leur dit quand vous mourrez de maladie, c'est quand vous êtes mort comme un chien, et on vous dit si quand vous explosez, vous allez chez Allah directement, c'est ce qu'on leur dit. Vous avez dit qu'on les radicalise dans des pays arabes, d'accord? Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre réellement le phénomène du terrorisme sans comprendre le phénomène de la géostratégie. Ils se radicalisent dans des pays arabes, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans ces genres de pays arabes, il y a une certaine forme de radicalisation, il y a une certaine forme d'envie de, comment dirais-je, d'en découdre avec l'Occident? Il y a un rapport britannique qui est passé la fois passée qui a donné les preuves palpables du fait que Tony Blair et Nicolas Sarkozy avaient menti à l'époque. Non, pas Nicolas Sarkozy, j'oubliais le président. George Bush. Oui, Tony Blair, George W. Bush et le président français. Chirac. Je pense, qui avait mis en mal toutes ces grandes personnalités où le monde a cru en ces personnalités que Saddam Hussein possédait de bombes de destruction massive. On est venu, on a voté des résolutions internationales. On a intervenu en Irak, mensongèrement, pour des intérêts politiques. On a intervenu en Irak. Mais là, on a tué... ça c'est le passé, mais là nous sommes présents. Vous parlez du passé. Oui. Tout se suit. Tout se suit. Aujourd'hui, pourquoi les gens donnent de l'intérêt à la psychologie? Tout se suit.
On a largué des bombes, on a tué injustement des gens. Ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des petits frères, ils ont des mamans, ils ont des cousins, etc. Et il y a des sentiments de frustration. Vous savez, monsieur Junior, il y a des sentiments. Vous savez, moi, une américaine m'a dit, moi, Luckman, elle m'a dit que, elle a dit à un policier aux États-Unis, d'accord, s'il osait toucher un seul cheveu, puisque c'est une black américaine, s'il osait toucher un seul cheveu de son enfant, elle ira dans la chambre prendre de fusil et tuer autant de police qu'elle peut. Donc, il y a un sentiment de vengeance. Mais c'est pas que nous sommes en train de dire oui, c'est bon de se venger. Pas du tout. Mais il faut responsabiliser. C'est pas parce que c'est le passé que c'est le passé, non. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Libye. On a déstabilisé la Libye. Il y a les armes qui ont été larguées. Complètement. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir sur la Radio France Internationale en 2011 à l'émission de Juan Gomez, où j'ai dit à Juan Gomez, mais pourquoi vous considérez les civils et les rebelles comme les mêmes personnes? Une personne, même en étant en habit civil, qui porte une arme est considérée comme un rebelle. Et s'il menace maintenant le gouvernement en place, le gouvernement se doit d'un devoir régalien de se protéger. Et vous dites que Kadhafi tue les civils, or que non, Kadhafi tuait les rebelles. C'est pas le sujet qui est en Mais c'est le sujet. Mais aujourd'hui, d'où viennent les armes qui circulent au Mali, au Niger? Monsieur Mijiawa, pourquoi c'est souvent les jeunes musulmans qui vont s'exploser? C'est la question. C'est faux, c'est faux. Que faites-vous? C'est la première question. Mais que faites-vous pour que ça s'arrête? Pourquoi on ne voit pas les jeunes catholiques, les jeunes de la foi de Dieu, les jeunes célestes aller crier à l'Akbar de s'exploser? C'est toujours. La question est très pertinente. Oui. Je vais vous donner un exemple. Eric Rudolph, par exemple, un jeune catholique, est parti exploser, en 90 bien sûr, est parti exploser un bar qui est considéré un bar comme un bar d'homosexuels, est parti exploser des gens, exploser également, mettre des bombes plutôt dans des cliniques où il est pratiqué l'avortement. Vous comprenez? André, je crois, Schwartz, il a un nom un peu difficile comme ça, qui a précipité un avion directement sur une montagne, je pense que c'est l'année passée, qui a tué près de 100 et quelques personnes. Mais vous pensez que c'est un musulman? Le terrorisme... Mais la majorité est musulmane. Mais c'est faux! Je crois que, si vous permettez, Junior, non, vous posez la question. Oui, je voudrais poser la question, tout en essayant d'appuyer quelque chose que M. Midiawa est en train de dire ici. Et je crois qu'il va falloir, lorsque nous avons envie de parler de quelque chose, il faut qu'on maîtrise à fond la chose. Parce qu'on ne peut pas parler de l'islam lorsqu'on ne maîtrise pas l'islam. Sincèrement. M. Midiawa a dit quelque chose ici de très important. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des attaques terroristes, lorsqu'il y a eu certaines attaques dans des pays occidentaux, et à un moment donné, on constate que celui qui l'a fait n'a rien à voir avec la religion musulmane ou bien l'islam, on estime... Mais Tchaboré, posez la question. Excusez-moi, j'arrive. Posez votre question, je vais poser la question quand même. Je reviens à la question. On estime que c'est un déréglemental, ainsi de suite, et on n'en fait pas tellement écho. Maintenant, aujourd'hui, M. Midiawa, je reviens à ma question. C'est pour dire, le fait est là. Les gens aujourd'hui, et je veux dire la majorité des gens ont dans leur esprit que tous ceux qui attaquent dans ce que nous voyons ont un lien avec l'islam. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème. Ce qu'il faut faire, c'est sortir des têtes de beaucoup de gens que ceux qui font ces attaques n'ont rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Merci beaucoup, M. Tchaboré. D'abord, avant d'aller à votre question, je vais juste aller de façon grosso modo pour expliquer un fait. Vous dites que la majeure partie des gens, des auteurs des attaques terroristes sont des musulmans. Laissez-moi vous dire qu'il y a le FBI a sorti un rapport où il a dit que 98% des victimes du terrorisme sont des musulmans. Ne pensez pas que c'est les non-musulmans qui sont tués. Les musulmans sont tués en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, au Bangladesh, etc., en Syrie. Mais c'est des musulmans qui sont tués. Non, attendez, non, monsieur Junior, c'est des musulmans. Mais non, des musulmans qui sont tués. Au Nigeria. En France, ils ont tué les musulmans, tout simplement. En Allemagne, c'est pas les musulmans, c'est rien des chrétiens. Mais qui vous dit que dans la foule, c'est rien que des chrétiens qui sont morts? Vous avez un rapport citant les noms de ceux qui sont morts, mais quand le terrorisme bombarde dans un supermarché, il n'a aucune couleur de religion. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de victimes, nous parlons des auteurs. Ouais, mais attends. Un musulman, comment un musulman, dans le sens vrai du terme, peut
au nom de l'islam, tuer d'autres musulmans. Mais les frères Kouachi et autres sont musulmans. Mais ils n'ont pas tué des musulmans? Non, ce n'est pas ça la question. Non, attendez. Je crois qu'elle est fondamentale. Non, c'est important parce que nous avons des téléspectateurs qui nous suivent, nous avons des auditeurs qui nous suivent. Il ne faut pas dire que c'est des musulmans qui tuent. D'accord? D'abord, il faut responsabiliser le truc depuis la fabrication, depuis l'origine plutôt. Qui fabrique les armes? Qui les vend? Dans quel genre de cette transaction? Vous comprenez? Maintenant, venons un peu à la question de M. Tchaboré pour dire qu'il y a une urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons créé l'Organisation de l'Union islamique mondiale pour la paix et le développement, pour d'abord expliquer ce qu'est l'islam aux gens. Parce que quand les terroristes viennent, ils essaient de mettre en place un islam qui n'est pas réellement ça, pour endoctriner les jeunes. Sous forme de secte? Sous forme de secte, bien sûr. Et il y a des sectes aussi, comme d'autres sectes aussi, qui ne sont pas des sectes musulmans, mais qui, qui radicalisent les gens. Donc nous agissons dans un processus de déradicalisation des gens en apportant des preuves de l'islam, des valeurs fondamentales de l'islam, des enseignements de l'islam. L'islam c'est l'amour, mais c'est quoi? C'est le terrorisme. Mais laissez-moi vous dire que l'islam c'est l'amour, pas par ma bouche, mais par les paroles du prophète Mohammed paix sur lui. Il dit quoi? Il dit aucun d'entre vous ne sera musulman tant qu'il aimerait pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. J'aime la paix pour moi-même. Pourquoi je n'aimerais pas pour M. Junior? J'aime la paix pour moi-même. Pourquoi je n'aimerais pas pour mes frères togolais, mes frères béninois, mes frères irakiens, etc. Donc, vous ne vous basez pas, vous, mais les gens ne se basent pas sur aucune base islamique pour faire le terrorisme. Il y a des revendications. Et si les politiques internationales continuent de fermer les yeux sur leurs mauvaises politiques internationales, on ne va pas trouver solution. Alors pour vous, c'est des frustrations qui amènent les jeunes à agir? Oui, c'est des frustrations. Et pourquoi c'est seulement les musulmans qui sont frustrés? Il y a d'autres religions qui doivent être aussi frustrées. Qui vous dit que les gens ne sont pas frustrés en Grèce? C'est parce que les médias, c'est parce que les médias, la question, oui, votre question, c'est parce que vous refusez de comprendre ma réponse. Vous posez la question. Je vous comprends parfaitement. Non, vous ne me comprenez pas. Il y a des frustrations partout ailleurs. Vous pensez que les Africains ne sont pas frustrés quand il y a le financement des rebelles, de l'injustice, tout ça. De l'injustice. Tout homme normal doit être frustré. Oui. Et la frustration n'explique pas la vengeance. La frustration ne justifie pas la vengeance. Monsieur, ce qui étonne, c'est que je ne sais pas si vous le connaissez, celui que je vais citer tout à l'heure, il s'appelle Mohamed Youssouf. Vous le connaissez? C'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed Youssouf qu'il est musulman. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Écoutez. C'est pas parce qu'il est arabe, il s'appelle Mohamed Youssouf qu'il est musulman. Écoutez, Mohamed Youssouf est celui-là qui a créé le groupe Boko Haram en 1999. C'était quand moi j'ai fait des recherches sur lui, était un musulman. Et c'est quoi Boko Haram? Attendez, je ne veux pas arriver à ces définitions. Les responsables de l'État islamique ont été des musulmans au départ. Vous parlez d'un État qui n'existe pas. L'État islamique n'existe pas. Juridiquement, de façon internationale, l'État islamique n'existe pas. Et c'est également un mensonge de la part des médias et des politiques. L'État, de façon juridique, remplit des conditions au niveau territorial, au niveau gouvernement, de la puissance publique, bien sûr. Vous nous parlez d'un État qui n'existe pas. Et vous attribuez cet État à l'islam. Écoutez, la plupart de ceux-là qui créent ces groupes-là, de l'État islamique, je reviens là-dessus. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Non, ce n'est pas vous qui l'avez. Non, écoutez, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est pas parce que c'est pas moi, mais c'est le droit. Monsieur, l'État islamique. Non, je veux pas. Non, écoutez, permettez que je parle, monsieur. Vous me parlez d'un État qui n'existe pas. Mais c'est une organisation terroriste appelée l'État islamique. Nous avons une organisation appelée l'organisation terroriste. Non, ce n'est pas État islamique. L'État togolais est un État qui est reconnu en droit international. L'État américain est un État. Vous nous parlez d'un État islamique qui n'existe pas sur la planète Terre. C'est une organisation c'est une organisation qu'on va l'attribuer l'identité d'État. Monsieur, ce n'est pas vous qui allez me la passer comme ça. Écoutez. Il y a une organisation, peut-être vous ne savez pas. Il y a une organisation et c'est le nom.
d'accord avec vous. Il y a une organisation. Écoutez, parce que peut-être vous ne comprenez pas le sens de ce que l'on dit. Il y a une organisation qu'on appelle Boko Haram. Il y a une organisation qu'on appelle État islamique. C'est le nom de l'organisation qui est l'État islamique. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pas un État qui existe. C'est pas un État qui existe. C'est le nom de l'organisation qui est État islamique. Et ma question, elle est très simple. La plupart de ceux-là qui créent ces groupes ces groupes terroristes, ont été des musulmans au départ. Et aujourd'hui, ils surfent sur les frustrations et ils surfent sur les jeunes musulmans. Parce qu'ils ont aujourd'hui beaucoup d'argent, l'État islamique, l'organisation, si vous voulez, l'État islamique a un revenu annuel de 2 milliards d'euros et exploite le pétrole syrien, le pétrole irakien. Et avec ces richesses, sauf sur la frustration, le chômage des jeunes musulmans. Mais la question, oui, je vais poser la question. La question est posée. Vous nous dites que la plupart des gens qui créent ces organisations terroristes sont des musulmans. Laissez-moi vous citer un rapport international fait par une ONG allemande que j'oublie le nom d'ailleurs, qui a prouvé que les 50 premiers qui dirigent les organisations terroristes n'ont aucun rapport avec l'islam, n'ont rien de l'identité musulmane. Qui sont-ils? Point d'interrogation. Qui sont-ils? Point d'interrogation. C'est facile de voir une personne barbue. C'est facile de voir une personne parler arabe. C'est facile de voir une personne se revendiquer musulman pour dire que oui, c'est un musulman. Mais vous me dites que vous êtes musulman, or que vous ne respectez aucun principe de l'islam et vous voulez qu'on vous croie? Mais s'il vous plaît, moi je voudrais revenir, monsieur laissez-moi finir parce qu'il a évoqué un truc qui est très sensible. Il a également, je pense, la seconde question, c'est deux questions simultanées. C'est la même question en fait. C'est-à-dire la plupart de ceux-là qui créent, et l'autre facette, ils surfent sur la frustration des jeunes musulmans. Vous avez évoqué un truc qui m'a complètement échappé, mais peut-être dans l'audition, ça viendra. Moi, je disais une chose. Il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé des dispositions qu'ils ont eu à prendre. C'est la dernière question. Oui, qu'ils ont eu à prendre, la disposition eu à prendre au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes au Togo. Et comment travaillez-vous avec les autorités togolaises aujourd'hui? Parce qu'il faut d'abord se protéger. Nous sommes au Togo et nous avons besoin de se protéger par rapport à cette considération. Comment travaillez-vous avec les autorités togolaises aujourd'hui pour pouvoir enlever de cette tête-là dans l'esprit des gens comme quoi l'islam, c'est nécessairement une religion terroriste? D'abord, merci beaucoup pour la question parce que la question est très pertinente. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans le comité de l'Union musulmane qui a fait une sensibilisation jusqu'au nord, etc. J'ai vu la réalité du terrain. Il y a un grand travail à faire. Et le gouvernement et avec l'Union musulmane, je pense qu'ils ont dit qu'ils vont instituer un numéro vert pour pouvoir alerter les services de renseignement ou la police. Mais malheureusement, jusqu'alors, nous n'avons pas ce numéro vert et nous aimerions interpeller les autorités compétentes, que ce soit au niveau de l'Union musulmane ou au niveau de l'État également, pour que ce numéro vert puisse puisse être effectif. Et également, moi, ceux qui me connaissent le savent, j'interviens tellement médiatiquement pour expliquer ce qu'est l'islam aux gens au nom de notre organisation. Et déjà, c'est déjà une preuve du travail que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas suffisant, mais Inch'Allah, nous allons continuer. Et Inch'Allah, les gens verront la différence entre cela, le terrorisme et l'islam. Et nous allons également encourager les jeunes pour qu'ils ne soient pas tentés de ce genre d'attaque. Merci M. Bidjiwa, l'émission tire vers sa fin, l'émission pratiquement fini. On vous laisse le mot de fin. D'accord. Le mot de fin, j'aimerais vraiment toujours humblement remercier la LCF et puis M. Junior. Et j'aimerais dire aux gens d'observer toujours, de faire comme le procédé de Gaston Bachelard. C'est-à-dire, il ne faudrait pas vous faire embobiner des choses dans la tête. L'État islamique, par exemple, djihadistes, des termes que les gens ne comprennent pas, mais qu'ils appliquent, mais dans une perspective de discriminer et les musulmans et l'islam. Et je pense que cette initiative doit réellement cesser dans nos pays, le Togo et dans les autres pays, pour que la paix et l'union entre les communautés puissent exister. Merci beaucoup. Nous remercions M. Midjiwa Loukman. Je rappelle qu'il est le président de l'Union internationale islamique pour la paix et le développement. Et merci à Bourema Tchaboré du journal Le Messager. Non, c'est moi qui te remercie, Junior.
mais tu ne m'as pas permis d'aller au bout. J'ai voulu quand même soutenir un tout petit peu. Ce sera une prochaine occasion, c'est promis. Et à M. Midiawa qui parlait un peu de l'islam parce que je suis quand même un musulman. Ok, je vous comprends, on reviendra très prochainement là-dessus, hein, c'est promis. Merci à Firmin Tekwagbo, merci mesdames, messieurs. Toutes les excuses pour les quelques cafouillages techniques indépendants de notre volonté. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, à très bientôt.